Il y a des maisons qui respirent, d'autres qui retiennent leur souffle. La maison des Sotelo était l'une d'entre elles. Au bout d'un chemin de terre, dans la banlieue oubliée d'un village de Morelos qui avait déjà oublié son propre nom. San Lázaro de las Sombras, disaient certains. Un endroit où le soleil tapait fort, mais ne semblait jamais réchauffer. La maison était isolée. Une construction de 2 étages, dont la peinture était rongée par l'humidité et l'abandon. Les fenêtres étaient toujours fermées, les rideaux toujours tirés. Un silence contre nature l'enveloppait. Un silence pesant. Les voisins n'en parlaient pas. Non pas à cause d'un pacte, par peur, une peur ancienne, héritée. Une peur qui se ressentait dans l'air lorsque le vent soufflait dans cette direction. Ils savaient qu'une famille y vivait. Les Sotelo. Un homme, une femme et des enfants que personne n'avait vus depuis des années. Des ombres derrière les vitres sales, c'était tout. Ce n'est pas une légende locale. Ce n'est pas une histoire pour effrayer les enfants. C'est l'histoire d'un cri qui a mis trop de temps à être entendu. L'histoire d'une horreur qui a grandi dans le silence, nourrie par l'indifférence. Je m'appelle Padre del Valle et vous êtes sur Realidad Mexico. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est difficile. C'est une plaie ouverte au cœur de notre pays. Une histoire qui nous oblige à nous demander où nous étions tous pendant que l'enfer s'installait dans cette maison. Si vous pensez que ces voix méritent d'être entendues, abonnez-vous. Non pas pour être spectateur, mais pour être témoin. Pour que le silence ne gagne plus jamais la bataille. Lucia Morales est arrivée au bureau du DIF de San Lázaro par un mardi chaud. Elle avait 25 ans et elle croyait encore au système. Elle croyait au protocole, au rapport, à la capacité de l'État à protéger les personnes vulnérables. Elle était nouvelle. On lui confiait les cas froids, les dossiers poussiéreux dont personne ne voulait, les impasses bureaucratiques. Un matin, son patron, Ricardo, un homme accablé par le poids des défaites, lui a jeté un dossier sur le bureau. Le carton était vieux, jauni. « Sotelo », a-t-il dit sans la regarder. Contrôle de routine. L'école a signalé un absentéisme chronique il y a 5 ans. Il n'y a jamais eu de suivi. Clôturez le dossier, écrivez quelque chose, n'importe quoi. Lucia ouvrit le dossier. Il était presque vide. Un nom. Matteo Sotelo. Une adresse. Camino Real sans numéro. Au bout du chemin de terre. Un bref rapport scolaire de 2018. L'élève ne s'est pas présenté pendant toute l'année scolaire. Rien d'autre. Pas de photo, pas de date de naissance claire, pas de suivi. 5 ans de néant. Et les autres enfants ? Demanda Lucia. Ricardo leva les yeux de son café, agacé. Quels autres enfants ? Les voisins parlent d'une grande famille. Plusieurs frères et sœurs. Ricardo eut un rire sec, sans humour. Les voisins. Les voisins parlent toujours. Il n'y a aucune trace d'autres enfants. Officiellement, seul ce fantôme existe. Écoute-moi, Lucia. Classe cette affaire. Il y a des cas réels à traiter. Mais Lucia ne pouvait pas. Le vide dans ce dossier la hantait. L'absence d'information était plus alarmante que n'importe quel signalement d'abus. C'était la preuve d'un effacement, d'une existence qui avait été systématiquement rayée de la carte officielle. Cet après-midi-là, elle prit sa vieille voiture. Elle traversa le village. L'asphalte prit fin. La route en terre commença. La voiture grinçait, soulevant un nuage de poussière rougeâtre. Le paysage devint hostile. Des arbres secs et épineux. Le soleil tombait comme du plomb. Et puis, il l'aperçut. La maison. C'était pire qu'il ne l'avait imaginé. Cela ne ressemblait pas à un foyer.
Cela ressemblait à une tombe, un mausolée de secrets. L'air autour d'elle était dense, immobile. Lucia ressentit un frisson, malgré la chaleur. Elle coupa le moteur. Le silence était total, absolu. Elle sortit de la voiture. Ses pas sur la terre sèche résonnaient comme des explosions. Elle marcha vers la porte en bois sombre, craquelée par le soleil. Elle leva la main pour frapper. Elle hésita. Elle prit une profonde inspiration, et elle frappa. 3 fois. Le son s'éteignit instantanément, absorbé par le bois pourri. Elle attendit. Rien. Elle frappa à nouveau, plus fort. Les secondes passèrent, qui lui semblèrent des heures. La sueur coulait dans son dos. Son cœur battait dans ses oreilles. Puis, un bruit, un verrou qui coulisse. Lentement, rouillé. La porte s'ouvrit. À peine une fente. Dans l'obscurité, un œil. Juste un œil. Injecté de sang. Un œil qui ne clignait pas. Un œil rempli d'une panique ancienne. C'était une femme. Sa peau était pâle comme de la cire. Ses cheveux étaient un enchevêtrement gris et sans vie. « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix rauque et chuchotante, comme celle de quelqu'un qui n'a pas parlé depuis longtemps. Lucia essaya de paraître professionnelle. Sa propre voix tremblait. « Bonjour, je suis Lucia Morales, du DIF. Je viens pour une visite de suivi concernant Matteo Sotelo. » L'œil se plissa. « Il n'y a pas de Matteo ici, » murmura la femme. Et la porte se referma. Le bruit du verrou qui se remettait en place était définitif, final. Lucia resta immobile, la main toujours en l'air. Le soleil lui brûlait la nuque. Le silence était revenu, mais il était différent. Il avait désormais un écho, l'écho d'un mensonge. Elle sentit un goût métallique dans sa bouche. La peur. Elle retourna à sa voiture. Ses mains tremblaient sur le volant. Elle pouvait sentir le regard de la maison posé sur elle. Un regard froid, vide. Elle reprit la route vers le bureau, mais elle n'était plus la même. L'idéaliste était resté à cette porte. Il n'y avait plus qu'une femme, avec une question qui la brûlait de l'intérieur. Qu'y avait-il dans cette maison ? Elle arriva au bureau juste au moment où Ricardo partait. « Alors » lui demanda-t-il en enfilant sa veste. « Je suis allé à la maison. Une femme m'a dit qu'aucun Matteo n'habitait là. » Ricardo ne broncha pas. Il bâilla. « Je te l'avais dit. Une erreur dans le système. Une mauvaise adresse. Clôture l'affaire, Morales. Demain est un autre jour. » Il se retourna et partit. Le grincement de la porte du bureau en se fermant. Le bourdonnement de la climatisation. Le dossier jaune sur son bureau. Le système ne voulait pas savoir. Le système voulait classer. Oublier. Lucia s'assit. Elle regarda le dossier. Le nom, Matteo Sotelo, semblait se moquer d'elle. Elle n'allait pas classer l'affaire. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle tournait et tournait dans son lit, voyant cet œil dans l'obscurité, entendant ce murmure. Il n'y a pas de Matteo ici. Le lendemain, elle décida d'agir de son propre chef, en dehors du protocole, en dehors du système qui lui tournait le dos. Elle commença à parler aux voisins, pas en tant que travailleuse sociale, en tant que citoyenne inquiète. La première porte lui fut fermée au nez. La deuxième, une vieille femme la regarda avec terreur et secoua la tête. La troisième, un homme qui réparait sa camionnette lui dit, sans s'arrêter de travailler, « Personne ne se frotte à Ismaël Sotelo. C'est un homme, sombre. Mieux vaut laisser les choses telles qu'elles sont. Ismaël, le père. Un nouveau nom, une autre pièce du puzzle. » Lucia a continué à insister. Pendant des jours. Elle offrait un sourire, une conversation banale.
Elle faisait ses courses dans la petite boutique du village. Peu à peu, le mur du silence a commencé à se fissurer. Une femme âgée, Doña Elvira, qui vivait à près d'1 kilomètre de la maison, a finalement parlé. « Il y a des années », dit-elle à voix basse, en regardant de tous côtés. Quand ils sont arrivés, on entendait des rires d'enfants. Parfois, je les voyais jouer dans la cour. « Combien étaient-ils » demanda Lucia. « Beaucoup. 5, peut-être 6. Je ne sais pas. Ils étaient comme une échelle, l'un après l'autre. » La femme fit une pause. Son visage s'assombrit. Mais un jour, tout s'est arrêté. Le silence. Plus de rire, plus de jeu, seulement le silence. Et la nuit. Parfois, on entend des choses. Quelles choses? Doña Elvira trembla. Des cris? Mais pas des cris d'enfants qui jouent. Des cris de douleur, courts étouffés, comme si quelqu'un leur couvrait la bouche. Lucia eut l'impression de manquer d'air. « Avez-vous appelé la police ?» demanda-t-elle. La vieille femme la regarda avec un mélange de tristesse et d'amertume. « La police? Ici? Ma fille, la police ne vient pas dans cette partie du village, même si vous les payez. J'ai appelé une fois, il y a longtemps. Ils m'ont dit de ne pas me mêler des affaires familiales. Je n'ai plus jamais essayé. Le système. » Encore une fois, l'indifférence en uniforme. Lucia remercia la femme. Elle retourna à sa voiture en ressentant le poids de chaque mot. 6 enfants. Des cris la nuit. La police qui ne fait rien. Le mensonge à la porte. Les pièces ne s'emboîtaient pas. Elle créait une image monstrueuse, déformée. Une image que personne ne voulait voir. Elle décida qu'elle devait entrer dans cette maison. Quoi qu'il en coûte. Lucia passe 2 jours à chercher une faille dans le mur. Pas dans le mur de la maison, dans le mur du système. Si la porte de l'indifférence était fermée, elle entrerait par la fenêtre de la bureaucratie. Elle consulta les archives municipales, les codes de construction, les réglementations sanitaires. Elle cherchait un détail technique, une arme légale que personne ne pourrait ignorer, et elle la trouva. Sur un plan cadastral de 1987. La propriété des Sotelo était enregistrée avec une fosse septique. Une fosse qui, selon la réglementation en vigueur, aurait dû être remplacée ou inspectée il y a plus de 10 ans. C'était faible. Un prétexte. Mais c'était officiel. Le document en main, elle se rendit au poste de police. Elle ne parla pas à l'officier de garde. Elle a exigé de voir le commandant. On l'a fait attendre 1 heure. Le commandant, un homme du nom de Garza, l'a reçu à contre-cœur. Il a écouté son histoire, les yeux rivés sur un match de football diffusé sur un petit téléviseur. « Mademoiselle », a-t-il dit à la fin, sans quitter l'écran des yeux. « On vous l'a déjà dit. Nous ne nous mêlons pas des affaires familiales. » « Ce n'est pas une affaire familiale, » répliqua Lucia d'une voix ferme. « C'est une violation du code sanitaire, et j'ai reçu une plainte d'un voisin concernant d'éventuels cris. Votre devoir est de m'accompagner pour vérifier. » Elle mentit. Elle n'avait pas reçu de plainte officielle, seulement le murmure effrayé de Doña Elvira. Garza la regarda enfin. Il vit la détermination dans ses yeux. Il vit le papier qu'elle tenait. Il vit un problème bureaucratique qui n'allait pas disparaître d'un simple mot. Il poussa un soupir d'agacement. « Ramirez !» cria-t-il vers la porte. Un jeune agent, avec un début de bedaine et un air ennuyé, passa la tête. « Accompagnez la dame du DIF. Elle veut voir une fosse septique. No tardes. » Le mépris dans sa voix était palpable.
Ramirez la regarda de haut en bas. Il haussa les épaules. « Allons-y alors. » Le trajet en voiture de police fut silencieux. Ramirez conduisait lentement, comme s'il voulait que le temps s'étire pour ne jamais arriver. « C'est une perte de temps, vous savez, » dit-il, rompant le silence. Les gens d'ici sont bizarres. Ils aiment qu'on les laisse tranquilles. Lucia ne répondit pas. Elle regardait la maison, qui devenait de plus en plus grande à travers le pare-brise. Ils arrivèrent. Le même silence pesant, la même atmosphère oppressante. « Bon, sonnons et partons, » dit Ramirez sans envie de descendre. « Vous venez avec moi, » ordonna Lucia. « Jusqu'à la porte. » Ramirez grogna, mais obéit. C'était un ordre, même s'il venait d'une civile. Ils marchèrent près vers l'entrée. L'officier resta un pas derrière elle. Lucia frappa à nouveau à la porte. Rien. Elle frappa encore, plus fort. « Police, ouvrez la porte !» cria Ramirez, d'une voix peu convaincante. Le même bruit lent et rouillé du verrou. La porte s'ouvrit, la même fente. Le même œil injecté de sang de la femme. « Je vous ai déjà dit qu'ici, » commença-t-elle à murmurer. « J'ai un mandat d'inspection sanitaire et je suis accompagnée de la police. » L'interrompit Lucia en montrant le document. « Nous devons entrer. » Pour la première fois, l'œil montra autre chose que de la panique. Il montra de la colère. « Vous ne pouvez pas !» siffla la femme. « Madame, soit vous ouvrez la porte, soit nous la défonçons, » dit Ramirez, soudainement plus intéressé. Le défi avait réveillé quelque chose en lui. La porte claqua. Mais cette fois, ils entendirent une voix masculine à l'intérieur. Grave, froide. « Esperanza, laisse-les entrer. » Le verrou fut à nouveau poussé. La porte s'ouvrit complètement, et l'odeur les frappa. Une odeur nauséabonde. Un mélange d'ordures pourries, d'excréments, d'humidité et d'autres choses. Quelque chose de sucré et de métallique. L'odeur de la chair qui commence à se décomposer. Lucia eut un haut le cœur. Elle se couvrit la bouche et le nez avec la main. Ramirez recula d'un pas en toussant. « Mais qu'est-ce que... » murmura-t-il. L'homme se tenait sur le seuil. Ismael Sotelo. Il était grand, mince, avec une barbe négligée et de petits yeux sombres qui semblaient absorber la lumière. Il ne semblait pas menaçant. Il semblait vide. « Entrez, » dit-il d'une voix sans émotion. « Regardez ce que vous voulez voir. » Il s'écarta. Lucia et Ramirez entrèrent. L'intérieur était presque totalement plongé dans l'obscurité. Les fenêtres étaient recouvertes de planches de bois et de vieux chiffons. L'air était irrespirable. Lucia sentit ses poumons se refermer. Le froid n'était pas normal. C'était un froid qui pénétrait jusqu'aux os, malgré la chaleur étouffante à l'extérieur. Un froid d'absence. Lorsque ses yeux s'habituèrent à la pénombre, elle vit la pièce. Que sa famille se situait au-dessus des normes humaines. Que la douleur représentait une forme de purification. Et que le mal pouvait être compris comme un acte de foi. Elena, la mère, ne faisait pas partie de la lignée. Elle avait été amenée d'une localité lointaine. Matteo l'avait choisie lorsqu'elle avait 14 ans. Il avait conclu un accord avec sa famille en échange de 2 vaches. Au début, elle a résisté. Mais ce qui attirait le plus l'attention, c'était de ses yeux. Un regard perdu, profondément éteint. Il fixait le mur sans le voir. Elle se balançait, d'avant en arrière, à un rythme constant, silencieux. Lucia est restée paralysée. Toute sa formation, tous les protocoles, se sont évaporés. Ce n'était pas un enfant, c'était l'écho d'un enfant. Elle sentit le sol bouger sous ses pieds.
Elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Le mur était humide et froid. « C'est Matteo », dit la voix d'Ismaël derrière elle. « Il est timide. » Ce mensonge fut comme une gifle. Ramirez, l'officier ennuyé, était pâle. Sa main droite se dirigea instinctivement vers la crosse de son pistolet, mais elle s'arrêta. Elle ne savait pas ce qui lui faisait le plus peur. L'homme ou ce qu'elle voyait. « Où sont les autres ?» demanda Lucia d'une voix à peine audible. Ismaël ne répondit pas. Il se contenta de sourire. Un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. La femme, Esperanza, restait près de la porte, immobile. Une statue de saleté et de désespoir. Lucia fit un pas à l'intérieur de la maison. Vers l'obscurité? Chaque pas était un effort. L'air était si dense qu'il semblait liquide. « Il y a une pièce fermée », dit Ramirez en montrant un couloir sombre. Ils s'y dirigèrent. La porte était fermée par un cadenas à l'extérieur. « La clé ?» exigea Lucia en regardant Ismaël. Il haussa les épaules. « Elle a été perdue. » Ramirez n'attendit pas. Il donna un coup de pied dans la porte. Le vieux bois céda dans un craquement. La porte s'ouvrit, et l'horreur prit sa forme définitive. La pièce n'avait pas de fenêtre. L'obscurité était totale. L'odeur qui s'en dégageait était insupportable. Ramirez alluma la lampe torche de son téléphone. Le faisceau lumineux balaya la pièce et révéla ce que le silence avait caché pendant des années. Sur le sol, sur des matelas pourris et des haillons, se trouvaient 4 silhouettes. 4 enfants, blottis les uns contre les autres, comme des chiots cherchant de la chaleur. Une fille, la plus âgée, peut-être 15 ans. Elle serrait dans ses bras un petit garçon qui ne devait pas avoir plus de 6 ans. À côté d'elle, 2 autres enfants, d'âge intermédiaire. Ils étaient incroyablement maigres, couverts de plaies et de saleté. Leurs yeux, énormes dans leur visage squelettique, s'ouvrirent avec panique à la lumière. Mais ils ne crièrent pas, ils ne parlèrent pas, ils ne bougèrent pas. Ils clignèrent seulement des yeux, comme des créatures des profondeurs marines exposées pour la première fois au soleil. Le silence dans cette pièce était plus terrifiant que n'importe quel cri. Lucia sentit son cœur se briser. Ce n'était pas une métaphore. C'était une sensation physique. Une douleur aiguë dans la poitrine. L'air devint dense. Elle ne pouvait plus respirer. Le faisceau de lumière se posa sur le mur. Il était couvert de dessins. Réalisés au charbon, ou peut-être avec quelque chose de pire. Ce n'étaient pas des dessins d'enfants. Il n'y avait ni maison, ni soleil, ni fleurs. Il y avait des figures allongées, sans visage. Des cercles à l'intérieur d'autres cercles, des spirales et des mains. Des centaines de petites mains, dessinées encore et encore, comme si elles voulaient sortir du mur. Lucia s'en approcha, lentement. « Bonjour », murmura-t-elle. « Je m'appelle Lucia. Je suis là pour vous aider. » La plus grande des filles la regarda. Et dans ses yeux, pendant une seconde, Lucia vit autre chose que le vide. Elle vit une terreur si profonde, si absolue, qu'elle était indescriptible. La fille serra le petit contre sa poitrine et secoua la tête, très lentement. « Non, ne demande pas d'aide. Ne parle pas. » Ramirez, le policier cynique, recula d'un pas et vomit dans le couloir. Le bruit fut violent dans le silence. Il s'essuya la bouche avec le dos de la main. Il sortit sa radio. Sa voix, auparavant nonchalante, était désormais dure, tendue, urgente. « Commandant, j'ai besoin de renforts à la maison Sotelo, tout de suite, et d'ambulances, toutes celles que vous avez, et dites au procureur de venir. C'est... »
C'est un code en fer, monsieur. Je répète. Code en fer. Ismaël, dans le couloir, resta impassible. Il continuait à sourire d'un air vide. Esperanza avait glissé le long du mur jusqu'au sol. Elle serrait ses genoux dans ses bras et se balançait, tout comme l'enfant dans le salon. Lucia s'agenouilla devant les enfants dans la pièce sombre. Elle garda ses distances pour ne pas les effrayer davantage. Elle leva les mains, paumes ouvertes. Un geste universel de paix. « C'est fini », leur murmura-t-elle. « C'est fini ». Mais alors que les sirènes commençaient à hurler au loin, se rapprochant, Lucia regarda les yeux de ses enfants et comprit la vérité. Ce n'était pas fini. L'horreur de la maison était sur le point de prendre fin. Mais l'horreur du monde ne faisait que commencer pour eux. La vérité ne leur apparut pas d'un seul coup. Elle leur parvint par fragments, par murmures brisés, par dessins fiévreux sur papier. Les enfants furent transférés dans un hôpital spécialisé, loin de San Lazzaro, loin des souvenirs collés au mur de cette maison. On les appelait les enfants du silence, parce qu'ils ne parlaient pas, aucun d'entre eux. Le mutisme était leur refuge, la seule patrie qu'ils connaissaient. Les médecins ont dit qu'il s'agissait d'un traumatisme grave, d'une malnutrition extrême, d'années d'abus physiques et de privations sensorielles. Mais Lucia savait qu'il y avait autre chose. C'était un pacte, un serment fait dans l'obscurité pour survivre. Elle passait des heures avec eux. Elle ne leur posait aucune question. Elle s'asseyait simplement dans la pièce. Parfois, elle leur lisait des histoires. Des histoires de monde où les enfants jouaient sous le soleil. Au début, ils ne réagissaient pas. Leurs yeux vides la traversaient. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Un jour, le plus petit, qu'ils appelaient Angel, lui a touché la main. Ses doigts étaient froids comme de la glace, mais c'était un contact. Le premier pont au-dessus du gouffre. La plus grande, qu'ils appelaient Luna, a commencé à dessiner. Elle dessinait la maison, encore et encore. Un rectangle noir avec des fenêtres barrées. Lucia lui a donné plus de couleurs. Mais Luna n'utilisait que le noir. Pendant que les enfants luttaient pour sortir de leur cocon de silence, Ismaël et Esperanza Sotelo parlaient. Pas à la police, au psychiatre. Leurs histoires étaient contradictoires, un labyrinthe de mensonges et de délires. Ismaël Sotelo n'était pas originaire de Morelos. Il était né dans une communauté isolée dans les montagnes de Guerrero. Un endroit sans loi, sans Dieu. Son père était un chef, un homme que l'on appelait le patriarche. Il régnait avec la Bible dans une main et une machette dans l'autre. Il croyait que le monde extérieur était corrompu, que le salut résidait dans la pureté du sang. Ismaël a grandi dans un monde fermé. Un monde de règles brutales et de foi pervertie. L'inceste n'était pas un tabou, c'était un commandement. Pour préserver la pureté de la lignée, disait le patriarche. Ismaël était le fruit de ce commandement. Sa mère était aussi sa sœur. Il a grandi en considérant l'horreur comme quelque chose de normal, la violence comme un acte de foi, les abus comme une forme de purification. Il ne connaissait pas d'autre réalité. Esperanza, quant à elle, venait du monde extérieur. Elle était née à Iguala, une fille normale, issue d'une famille pauvre. Elle rêvait de devenir infirmière. Elle a rencontré Ismaël au marché. Il était différent, taciturne, intense. Il l'a séduite avec des histoires d'un monde pur, un jardin d'Éden loin de la saleté de la ville. Elle est tombée amoureuse de la promesse. Pas de l'homme. Elle s'est enfuie avec lui.
Quand elle est arrivée dans la communauté de la Sierra, le rêve s'est transformé en cauchemar. Ils lui ont pris son nom. Ils lui ont pris ses vêtements. Ils lui ont pris sa volonté. Elle est devenue l'une des épouses de la communauté. Elle a tenté de s'échapper une fois. Ils l'ont rattrapée. Le patriarche l'a punie publiquement. Il l'a humiliée. Il l'a brisée. Après cela, Esperanza a cessé de se battre. Elle s'est vidée de l'intérieur. Elle est devenue une coquille vide, une ombre obéissante. Des années plus tard, un conflit a éclaté dans la communauté. Une lutte pour le pouvoir. Ismaël, craignant pour sa vie, s'est enfui. Il a emmené Esperanza avec lui, et leurs 3 enfants. Ils sont arrivés à San Lázaro. Ils ont acheté la maison avec le peu d'argent qu'ils avaient. Ismaël a tenté de recréer le seul monde qu'il connaissait. La maison est devenue sa forteresse. Son culte personnel. Il était le patriarche. Esperanza était sa servante. Et les enfants? Les enfants étaient ses acolytes, ses prisonniers. La préhistoire de l'horreur était écrite. Mais il restait à comprendre pourquoi. Un psychologue légiste, le docteur Cuevas, a commencé à assembler les pièces du puzzle. Ismaël n'est pas un monstre au sens classique du terme, a-t-il expliqué à Lucia. Il ne prend pas plaisir à faire souffrir. Pour lui, la douleur est un rituel, un outil. Un outil pourquoi? Pour ouvrir les portes, répondit Cuevas. Ismaël croyait que ses enfants étaient spéciaux, qu'ils avaient la capacité de voir au-delà de notre monde. Il croyait que la privation, la faim, l'isolement et la douleur aiguisaient leur sens, qu'il les purifiait de la corruption du monde. Il les maintenait dans l'obscurité pour que leurs yeux apprennent à voir autrement. Il les maintenait dans le silence pour qu'ils puissent entendre d'autres voix. Il les maltraitait pour briser la coquille de la réalité physique. C'était de la folie. Une théologie démente créée à partir des restes d'une foi pervertie. Esperanza était sa complice. Mais une complice brisée. Parfois, une partie de l'ancienne Esperanza, celle qui rêvait d'être infirmière, refaisait surface. Elle essayait de protéger les enfants. Elle leur passait de la nourriture en cachette. Elle leur murmurait des mots de réconfort pendant la nuit. Mais la peur d'Ismaël était plus forte. La peur la paralysait. Elle la transformait à nouveau en servante obéissante. Les enfants vivaient dans cette dualité. La mère qui parfois prenait soin d'eux, et la mère qui tenait la porte pendant que le père les purifiait. L'horreur avait désormais une carte, une généalogie. Un jour, Lucia était avec Luna. La petite fille dessinait. Soudain, elle prit un crayon rouge. Pour la première fois, elle dessina une silhouette noire. Ismaël. Et à partir des yeux de la silhouette, elle dessina 2 lignes rouges qui rejoignaient les yeux d'une silhouette plus petite. Lucia retint son souffle. « Qu'est-ce qu'elle fait ?» demanda-t-elle dans un murmure. Luna la regarda. Ses yeux n'étaient plus vides. Ils étaient remplis d'un souvenir terrible. Elle ouvrit la bouche, et un son en sortit. Pas un mot, un gémissement, le son de cordes vocales qui n'avait pas été utilisé depuis des années. Elle désigna le dessin. L'homme noir. Il vole. La lumière, murmura-t-elle. Sa voix était fantomatique. Lucia sentit tout son corps se glacer. Voler la lumière, telle était la théologie d'Ismaël Sotelo. Éteindre l'éclat de ses enfants pour allumer quelque chose de sombre en eux. Le système judiciaire cherchait des motifs. Abus, négligence, enlèvement. Mais la vérité était plus primitive, plus terrifiante.
C'était un père qui dévorait l'âme de ses propres enfants. Non par haine, par foi. Lucia quitta la pièce. Elle avait besoin d'air. Elle s'appuya contre le mur du couloir de l'hôpital. Le couloir était blanc, lumineux, propre, l'exact opposé de la maison. Mais pendant un instant, elle sentit à nouveau cette odeur nauséabonde. Ce mélange de saleté et de décomposition. Le passé n'appartenait pas au passé. Il était vivant, à l'intérieur de ses enfants, gravé dans leur silence. Et elle savait que le combat le plus difficile n'avait pas été de les sortir de la maison. Le combat le plus difficile serait de sortir la maison d'eux. Le sauvetage fut une victoire qui dura un jour. Les photos des enfants furent publiées dans les journaux. Les journaux télévisés parlèrent de l'horreur de San Lazaro. Il y eut de l'indignation, des promesses de la part des politiciens. Puis, le silence. Le système s'est mis en marche, mais pas pour rendre justice, pour traiter l'affaire. Les enfants Sotelo ont cessé d'être des enfants. Ils sont devenus des dossiers, des numéros de dossiers, des victimes dans un organigramme. Lucia a ressenti la première vague de froideur bureaucratique une semaine après le sauvetage. Elle a été convoquée à une réunion dans la capitale de l'État. Une grande salle avec une table en acajou poli. Des hommes et des femmes en costume. Des procureurs, des directeurs d'agence, des psychologues occupant des postes administratifs. Personne ne lui a posé de questions sur les enfants. Personne ne lui a demandé comment ils allaient, ce qu'ils ressentaient. On lui a posé des questions sur les protocoles. Mademoiselle Morales, a dit un homme portant une montre de luxe sans la regarder. Avez-vous suivi la procédure P7 pour le premier contact? J'ai trouvé 5 enfants mal nourris dans une pièce sombre. Je ne pensais pas à la procédure P7, a répondu Lucia. L'homme a froncé les sourcils. Il a noté quelque chose dans son carnet. Une autre femme, aux cheveux parfaitement coiffés, a pris la parole. Nous comprenons l'émotion de la situation. Mais en vous écartant du protocole, vous avez compromis la chaîne de conservation des preuves. La défense pourrait faire valoir que la scène a été contaminée. Lucia n'en croyait pas ses oreilles. La scène? C'étaient des enfants, pas des preuves. L'homme à la montre l'interrompit, la voix empreinte d'une fausse patience. Les deux, mademoiselle. Et pour le système, les preuves sont primordiales. Sans dossier solide, il n'y a pas de justice. Lucia sentit un nœud se former dans son estomac. Elle comprit qu'ils n'étaient pas dans le même camp. Elle voulait sauver les enfants. Eux voulaient de gagner un procès. À la sortie de la réunion, son supérieur, Ricardo, l'attendait. « Je t'avais prévenu, Lucia. Je t'avais dit de ne pas t'en mêler. Maintenant, tu es dans leur ligne de mire. J'ai fait ce qu'il fallait. » « Tu as semé la pagaille, » répliqua-t-il. « Ils ne veulent pas de héros. Ils veulent des fonctionnaires qui remplissent des formulaires. Maintenant, à cause de toi, nous avons tous 3 fois plus de paperasse à faire. » Il n'y avait aucune inquiétude dans sa voix. Seulement de l'agacement. L'agacement d'un bureaucrate à qui on a compliqué la vie. Ce fut la première bataille perdue. La deuxième vint avec les témoignages. Les enfants, avec l'aide de thérapeutes et la présence constante de Lucia, commencèrent à communiquer. Pas avec des mots, avec des dessins, avec des poupées. Luna, l'aînée, représenta une scène terrible à l'aide de 2 poupées. Une grande, le père, une petite, elle. Elle a montré comment son père l'emmenait à la cave. Comment il l'enfermait. Comment il la privait de nourriture pendant des jours. C'était un témoignage bouleversant, clair, sans équivoque. Lucia l'a enregistré.
Elle a apporté la cassette au parquet comme si c'était un trésor, la preuve définitive. Elle a été reçue par une jeune procureure, Carmen Mendoza. Elle semblait différente. Elle semblait écouter. Mais lorsque Carmen a apporté la cassette à ses supérieurs, le mur de glace est réapparu. Un enregistrement de poupée n'est pas un témoignage recevable, lui a dit un procureur de haut rang, le regard perdu dans un écran. Nous avons besoin d'une déclaration verbale, cohérente et détaillée. Signée. Carmen a argumenté. Elle a expliqué l'état des enfants, le mutisme traumatique. Le supérieur bâilla. Un long bâillement bruyant qui emplit tout le bureau. Écoutez, madame. Cela me brise le cœur, moi aussi. Mais la loi est la loi. Sans déclaration verbale, le témoignage est faible. La défense le réduira en miettes. Ils diront que les enfants ont été influencés, que l'assistante sociale leur a mis des idées dans la tête. Le système ne recherchait pas la vérité. Il recherchait une procédure sans faille. Lucia ressentit une rage froide. Dans leur bureau climatisé, ils parlaient de « influencer », des enfants qui avaient vécu l'enfer. La bataille suivante concernait la garde. Les enfants se trouvaient dans un centre spécialisé. Mais c'était temporaire. Le système avait besoin d'une solution permanente. La première option, aussi incroyable que cela puisse paraître, était de rechercher d'autres membres de la famille. C'est le protocole, a déclaré à Lucia une assistante sociale du service de placement. Une femme au sourire perpétuel qui n'atteignait pas ses yeux. La priorité est toujours donnée au lien familial. Quel lien familial? Leur seule famille les a torturés. Oui, mais légalement, nous devons épuiser cette voie. Nous chercherons des grands-parents, des oncles, des cousins. Non. Le système, dans sa logique aveugle, était prêt à remettre les enfants à la même lignée qui les avait détruits. Lucia s'est mobilisée. Elle a passé des semaines à mener ses propres recherches. Elle découvrit que la communauté d'Ismael à Guerrero existait toujours. Le patriarche était mort, mais le culte continuait, plus petit, plus secret. Elle trouva une tante d'Esperanza à Iguala, une femme qui n'avait pas vu sa nièce depuis 20 ans. Une femme qui, en entendant l'histoire, se contenta de dire « Oh mon Dieu, je ne veux pas d'ennui ». Elle a présenté un rapport détaillé, prouvant qu'il n'y avait pas de famille apte, que tout contact avec ce passé serait dévastateur. Son rapport a été reçu et classé. « Merci, mademoiselle Morales », lui a dit au téléphone la femme au sourire perpétuel. « Nous l'ajouterons au dossier. » La bureaucratie était comme un monstre en caoutchouc. On le frappait et il absorbait le coup sans changer de forme. Pendant ce temps, l'affaire pénale contre Ismael et Esperanza avançait, ou plutôt, elle traînait en longueur. Les avocats commis d'office assignés au Sotelo étaient experts en une chose, retarder. Ils présentaient des motions. Ils demandaient des évaluations psychiatriques supplémentaires. Ils remettaient en question chaque élément de preuve. Ils affirmaient qu'Ismael souffrait d'un délire mystique, qu'Esperanza était une victime de plus, souffrant du syndrome de Stockholm. Ils ne cherchaient pas l'acquittement. Ils cherchaient à réduire la peine, à transformer l'horreur en une maladie mentale, avec des circonstances atténuantes, à la classer, à la cataloguer, à la rendre gérable pour le système judiciaire. Lucia assistait à chaque audience. Elle s'asseyait au fond. Elle voyait les avocats chuchoter. Le juge regardait sa montre. Ismael avec son regard vide. Elle se sentait comme une spectatrice dans un théâtre de l'absurde. Un jour, après une audience particulièrement frustrante,
où la défense avait réussi à faire rejeter les photos de la maison pour un détail technique dans le mandat de perquisition, Lucia a confronté la procureure Carmen dans le couloir. « Vous ne voyez pas? Ils sont en train de gagner. Ils sont en train de transformer la torture de 5 enfants en une erreur administrative. » Carmen l'a regardé. Pour la première fois, Lucia vit l'épuisement dans ses yeux. « Et que veux-tu que je fasse, Lucia? Que j'invente des preuves? J'utilise les outils qui me sont donnés. La loi est ainsi. Elle est lente. Elle est imparfaite. La loi est défaillante. Le système est défaillant. Le système est tout ce que nous avons, dit Carmen, et elle s'en alla. Lucia resta seule dans le couloir, l'écho de ses talons sur le marbre, l'odeur du vieux papier et du café brûlé. Elle ressentit un désespoir si profond qu'elle s'effondra à genoux. Elle dut s'appuyer contre le mur. Elle se sentait froide, impassible, indifférente, comme le système lui-même. La goutte qui fit déborder le vase fut Matteo, l'enfant qu'ils trouvèrent en train de se balancer dans le salon. Les médecins ont découvert que son développement cognitif s'était arrêté à l'âge de 4 ans. Des années de malnutrition et d'isolement avaient causé des lésions cérébrales irréversibles. Il avait besoin de soins spécialisés, à vie. Lucia s'est battue pour qu'il soit admis dans le meilleur institut du pays. Un endroit proposant des thérapies de pointe, avec un personnel qualifié. Elle a rempli des dizaines de formulaires. Elle a obtenu des lettres de recommandation des meilleurs psychologues. La réponse est arrivée dans une enveloppe officielle. Demande rejetée. La raison. Le patient ne répond pas aux critères de potentiel de réadaptation. Il n'avait aucun potentiel. Il ne pouvait pas être réparé. Il ne représentait donc pas un bon investissement pour l'État. Il a été placé dans un centre public pour personnes handicapées, un endroit surpeuplé, avec peu de personnel et encore moins de ressources. Un entrepôt de vie brisé. Lucia est allée voir le directeur qui avait signé le refus, un homme du nom de Dominguez. Elle est entrée dans son bureau sans rendez-vous. Elle posa la lettre sur son bureau. « Potentiel de réadaptation ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de rage contenue. C'est un enfant à qui on a volé son esprit. Et vous le rejetez parce qu'il ne peut pas être réadapté? Dominguez se cala dans son fauteuil. Il retira ses lunettes. Il les nettoya avec un mouchoir. Lentement. Miss Morales, je comprends votre passion. Vraiment. Mais je gère un budget, pas un fonds miracle. Nous avons des centaines de demandes. Nous devons donner la priorité à celle où notre investissement portera ses fruits. Portera ses fruits? C'est une vie humaine, pas une action en bourse. Pour le budget de l'État, les lignes sont malheureusement très similaires, dit-il avec un calme plus violent qu'un cri. Si nous acceptions tous les cas, sans espoir, nous n'aurions plus de ressources pour ceux qui en ont. C'est simple mathématique. Je suis désolé. Il n'était pas désolé. C'était une formule, un calcul, une décision administrative. Lucia le regarda. L'homme, son bureau bien rangé, les diplômes accrochés au mur. Elle ne vit pas une mauvaise personne. Elle vit quelque chose de pire. Elle vit le système incarné, la logique froide de la bureaucratie, l'efficacité qui se transforme en cruauté. Elle quitta le bureau. Elle ne dit rien d'autre. Elle marcha dans les couloirs du bâtiment gouvernemental. Le bruit des claviers, le murmure des conversations, le grincement d'une photocopieuse. C'était le bruit du système digestif du monstre, traitant les tragédies, les transformant en statistiques, excrétant l'oubli. Elle arriva à sa voiture. Elle s'assit. Elle ne démarra pas le moteur. Elle resta assise,
le regard fixe. Pendant des mois, elle s'était battue de toutes ses forces. Il avait cru que s'il criait assez fort, quelqu'un l'entendrait. Que s'il présentait les bonnes preuves, la justice agirait. Il avait tort. On ne pouvait pas lutter contre le système, parce que le système n'avait pas de visage, il n'avait pas de cœur. C'était une machine. Et elle n'était qu'un grain de sable dans ses rouages. Pour la première fois depuis qu'elle avait trouvé les enfants, Lucia Morales pleura. Elle ne pleura pas pour les enfants. Elle pleura pour sa propre innocence perdue, pour la foi qui venait de mourir dans un couloir stérile, sous la lumière fluorescente de l'indifférence. Le procès prit fin 1 an plus tard. Il n'y eut pas de grand moment de justice. Il n'y eut pas de verdict qui ébranla les fondements du mal. Ce fut une fin silencieuse, bureaucratique. Ismael Sotelo fut condamné à 40 ans de prison. Pas pour torture, pas pour abus systématique. Les charges les plus graves furent abandonnées pour des raisons techniques. Il fut condamné pour privation illégale de liberté et violence intrafamiliale. Des termes juridiques. Froid, insuffisant. Esperanza a été condamné à 10 ans de prison. Sa défense a réussi à la présenter comme une victime. Elle a été condamnée pour omission de soins. Le système avait parlé. Il avait classé l'horreur. Il lui avait attribué une étiquette et un nombre d'années. Et il était passé au dossier suivant. Lucia n'est pas allée au dernier jour du procès. Elle ne travaillait plus pour le DIF. Elle avait démissionné quelques semaines auparavant. Pas en claquant la porte. Par un simple courriel. La lutte contre la machine l'avait épuisée. Mais elle n'avait pas abandonné. Elle avait compris que le système ne pouvait être vaincu de l'intérieur. Il fallait créer quelque chose de nouveau, en dehors de ces murs indifférents. Avec son propre argent et l'aide de quelques dons de personnes qui avaient suivi l'affaire, elle a fondé une petite organisation. Elle l'a appelée Luz para los Olvidados, Lumière pour les oubliés. Ce n'était pas une grande agence. C'était un petit appartement de 2 pièces, elle et quelques bénévoles. Son premier et unique projet, les enfants Sotelo. Elle est devenue leur tutrice légale, après une bataille juridique qu'elle a menée elle-même, en utilisant les propres armes du système contre lui. Elle ne pouvait pas changer le passé. Elle ne pouvait pas effacer les cicatrices. Mais elle pouvait leur offrir un présent. Elle a loué une petite maison dans un village tranquille, loin de tout. Un endroit avec un jardin. Angel, le plus jeune, a appris à sourire. Il ne parlait pas, mais son sourire illuminait la pièce. Matteo vivait dans son propre monde. Mais parfois, lorsque Lucia mettait de la musique, ses doigts bougeaient, comme s'il jouait sur un piano invisible. Les 2 autres garçons, Léo et Saoul, ont commencé à fréquenter une école spéciale. Ils ont appris à lire, à jouer au football. Ils ont découvert que le monde pouvait être autre chose qu'une pièce sombre. Et Luna. Luna a trouvé sa voie dans l'art. Elle ne dessinait plus au crayon noir. Un jour, Lucia l'a trouvée dans le jardin, en train de peindre. C'était un grand tableau, plein de couleurs vives, des bleus, des jaunes, des verts. Au centre, il y avait une maison. Mais ce n'était pas la maison de San Lazaro. C'était une maison aux fenêtres grandes ouvertes. Et des fenêtres sortèrent des oiseaux de toutes les couleurs, volant vers un soleil énorme et brillant. Lucia s'approcha. « C'est magnifique, Luna, » dit-elle à voix basse. Luna ne la regarda pas. Elle continua à peindre. Puis, elle parla. Sa voix était encore fragile, mais claire. « C'est la maison de la lumière, » dit-elle. Et elle continua à peindre. Lucia resta à ses côtés, en silence. Des larmes coulaient sur ses joues. Mais cette fois,
Ce n'étaient pas des larmes de colère ou de désespoir. C'étaient des larmes pour cette petite victoire féroce. Le système n'avait pas gagné. L'horreur n'avait pas gagné. La vie, fragile et têtue, se frayait un chemin, comme une fleur poussant dans les fissures du béton. Ce n'est pas une fin de conte de fées. Les cauchemars continuent de hanter les enfants la nuit. Les cicatrices de l'âme ne disparaissent pas avec un peu de peinture colorée. La maison de San Lazzaro de la Sombra est toujours là, vide. Les voisins disent que parfois, les nuits de vent, on entend des chuchotements sortir de ces fenêtres brisées. Mais dans une autre maison, dans un autre village, 5 enfants réapprennent à vivre. Ils apprennent que le silence peut être synonyme de paix et que la lumière peut venir de l'intérieur. Il n'y a pas de justice parfaite. Il n'y a pas de victoire totale. Il n'y a que de petits actes de rébellion. La décision d'allumer une bougie plutôt que de maudire l'obscurité. La décision de construire une maison de lumière sur les ruines d'une maison d'ombre. L'histoire des Sotelo est une blessure. Mais c'est aussi une graine. Elle nous rappelle l'abîme de l'indifférence. Mais elle nous montre aussi la force d'une seule personne qui refuse de détourner le regard. Je suis Padre Del Valle et rendez-vous à la prochaine Realidad Mexico.